Security Week, 4 sessions qui vont se dérouler ce matin pour la première. Et puis ensuite, donc on va dérouler le programme sur mercredi, jeudi et vendredi. Donc je suis Patrick Lemartrech, directeur marketing chez Oracle, et j'aurai le plaisir de vous accompagner sur cette semaine. Euh, Avant de présenter le programme de la semaine, voilà quelques promesses, dont la première, c'est une opportunité très intéressante qui nous vient d'Oracle University, effectivement pour monter en compétence sur les solutions de sécurité cloud d'Oracle. On a accès, vous avez accès à travers ce QR code à une série en fait de sessions gratuites, voilà qui vous permettent à la fois de vous former et voilà de monter en compétence sur ces offres-là. Donc n'hésitez pas à scanner ce code. Et puis de l'autre côté, on a un groupe LinkedIn donc d'échanges en français, Objectif Cloud Oracle, à plus d'1 millier de membres à ce jour. Voilà, n'hésitez pas là aussi à le rejoindre. C'est l'endroit où on poste les documents. Vous aurez accès également aux différents replays. Euh, voilà, donc 2 opportunités à ne pas manquer. Le programme maintenant, le programme de la Security Week, qui commence aujourd'hui. Je vais revenir sur le programme de la session d'aujourd'hui, hein. On va notamment parler des tendances et comment se préparer pour la rentrée de septembre. Demain, on sera focalisé sur tout ce qui est sécurité, cloud, surtout les architectures multi-cloud, les architectures aussi qui supportent les applications d'IA. On va parler de landing zone. On va aussi revenir sur l'approche Zero Trust. Voilà comment on peut vous accompagner sur ces aspects-là. Donc ça, c'est demain à 11 heures. Jeudi, toujours à 11 heures, on reviendra sur la sécurité des données, protection des données et des bases de données. Notamment, grâce à Vincent, on va travailler les 3 chemins d'attaque qu'il faut savoir contrer, très concret, effectivement comme promesse. Et puis vendredi, on traitera aussi d'un sujet d'actualité, bien sûr, c'est toute la protection, souveraineté des données que vous allez utiliser dans le contexte de vos nouvelles applications d'intelligence artificielle. Donc voilà, comme vous voyez, un beau programme pour toute cette semaine. Aujourd'hui, donc comme je le disais, on va être très focalisé sur c'est quoi les tendances, ce sur quoi il faut se préparer. On va en fait couvrir les différents sujets qui vont être traités pendant la semaine. On va revenir sur les architectures multi-cloud, on va revenir sur Zero Trust, on va revenir sur la base de données et sur l'IA. Avant de passer la parole à nos différents intervenants, le safe harbor que vous connaissez, hein, que notre contenu n'a pas vocation à être un contrat pour aujourd'hui. Et puis, qui va animer cette séquence aujourd'hui? Nous aurons Vincent Mercier, voilà, spécialiste expert autour des bases de données, principale technologie spécialiste sur Oracle France. Nous aurons tout à l'heure également Nuno Ventura, qui est manager des architectes cloud chez Oracle France. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Hakim Loumi. Donc Hakim est Product Manager chez Oracle Corporation sur les sujets justement qui nous intéressent de base de données. Damien Riard, que nous accueillerons aussi tout à l'heure. Damien travaille au niveau de Oracle IMIA, donc Europe, Middle East, Africa, et il est CISO spécialiste. Voilà, c'est lui qui vous parlera des tendances. Et puis je vais tout de suite passer la main à Stéphane Pigevin, qui est directeur commercial chez Oracle, pour faire l'ouverture de la week. À toi, Stéphane. Merci Patrick. Bonjour. Savez-vous qu'une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes dans le monde et que le coût moyen d'une fuite de données s'élève à 4,35 millions de dollars? Juste quelques mots. On sait tous maintenant l'importance évidente de la sécurité. Votre présence nombreuse aujourd'hui en témoigne. Je pense que la sécurité n'a jamais autant été au cœur des préoccupations de l'entreprise. De nombreux bouleversements et ce qu'on vit actuellement a révolutionné toute l'approche qu'on pouvait avoir de cette partie-là. Évidemment, l'avènement du cloud qui arrive maintenant dans une phase de maturité, qui a amené à mettre en place de nouveaux paradigmes sur la sécurité.
et la prochaine révolution qui est déjà en marche avec l'intelligence artificielle et qui, là encore, va bouleverser tous les codes qu'on avait jusqu'à présent. On arrive à un paradoxe où les données explosent en volume. Elles doivent être exposées pour pouvoir justement générer des nouveaux business autrement. Et dans le même temps, elles n'ont jamais été aussi sensibles. Donc, dans ce contexte-là, comment gérer une sécurité efficace? Et c'est probablement le challenge auquel vous êtes tous confrontés. Oracle est un acteur évident de la donnée, présent dans ce domaine-là depuis l'origine, depuis plus de 50 ans. Et la sécurité a toujours été dans l'ADN d'Oracle, toujours été prise en compte comme un composant essentiel du développement de toute, toute, toute production, tout produit a été conçu en sécurité by design, donc terme qui est aujourd'hui largement utilisé, qui était déjà un leitmotiv il y a 50 ans. La Security Week est l'occasion d'exposer, de présenter, de partager notre vision Oracle dans ce domaine-là. Patrick l'a évoqué, on a un programme assez chargé, mais nous aborderons en particulier la sécurisation des architectures multi-cloud et la notion de souveraineté, la protection des landing zones et la notion de zéro trust. On verra également toutes les techniques de piratage et les contre-mesures qu'on peut mettre en œuvre de manière efficace. Et enfin, l'intelligence artificielle et la protection de vos données d'entreprise qu'elle impose et qui sera nécessaire pour avoir un business model pertinent dans votre contexte. Lors des sessions de ces prochaines journées, de cet après-midi, nos experts vont présenter l'état de l'art Oracle et toute l'innovation, et elle est riche. Nous aurons également des démonstrations et des témoignages clients. Nous aurons en particulier le privilège d'accueillir Sergius Raptis, RSSI de Mobilize, les services financiers de Renault, et qui nous présentera comment il a mis en œuvre des mesures efficaces justement pour éviter les attaques multiples qu'il reçoit tous les jours. À l'issue des ateliers, à l'issue de cette semaine, on sera ravis de vous accueillir pour approfondir les sujets et on vous sollicitera, on vous proposera des ateliers techniques qui permettra d'aller évaluer les solutions, de les tester, de les valider pour vous. Point important, sur chacune des sessions, vous avez un fil rouge, un contact qui vous servira dans le suivi. Donc, on aura bien sûr des sessions de questions-réponses, mais dans la continuation de cette semaine, si vous avez des questions, si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous aurez ce contact fil rouge qui vous permettra de communiquer avec nous. C'est Stéphane Pigevin, donc directeur commercial chez Oracle, dans la sécurité depuis plus de 15 ans, observateur curieux de l'accélération actuelle, donc impatient de voir les débats qui vont démarrer prochainement. Je vous remercie bien sûr de votre présence. Je suis ravi de vous accueillir dans cette Security Week et je vais proposer à Damien de me rejoindre. Damien, senior directeur EMEA et en charge de toutes les questions de souveraineté. Merci beaucoup, Stéphane. La parole. Et bonjour à tous. Alors effectivement, Stéphane, tu viens de le dire, c'est un plaisir de vous retrouver chaque année. Concrètement, depuis la première base de données Oracle, en fait, qui était déjà à destination de forces de police, la sécurité est au cœur de notre ADN. Et nous avons vraiment à cœur de sensibiliser nos clients, de sensibiliser le public au maximum aux bonnes pratiques, à la bonne utilisation de nos produits en toute sécurité. Parce que je pense qu'il est important de le dire, les attaques, il y en a de plus en plus, évidemment, ça augmente chaque année, mais ça n'est pas non plus une fatalité. Il y a des solutions qui existent, et j'en parlerai très bientôt sur le sujet du ransomware. On voit une véritable évolution. Donc c'est un plaisir d'être là. Je voudrais remercier les équipes marketing et les équipes sécurité qui font un travail énorme chaque année pour cette Security Week. Alors, sans plus attendre, concrètement, dans cette introduction, je voudrais parler de quelques tendances. Alors évidemment, en 10 minutes, on ne peut pas parler de tout. J'ai choisi de retenir 3 sujets importants qui, il me semble, sont vraiment prégnants en cette année 2024 et qui, à coup sûr, vont être au menu de votre rentrée scolaire 2024 après les vacances que je vous souhaite à toutes excellentes. Le premier sujet, évidemment, c'est l'IA, ces 2 voyelles qu'on ne peut pas se permettre de ne pas prononcer quand on fait une présentation sur la cyber aujourd'hui. Donc, les relations entre l'IA et la cyber. Parler de ça. Ensuite, on va parler de l'état de la menace.
cette menace qui est présente, protéiforme, qui évolue en permanence, eh bien, quelles sont les dernières tendances? Et on se basera sur ce que nous dit l'ENISA dans son dernier rapport. Et je pense que c'est important de voir également les réactions, notamment au niveau des forces de police qui nous protègent, et où est-ce qu'on en est sur ce point-là. Et puis, dernier point, rentrée 2024, il y a un agenda réglementaire très chargé, notamment au niveau de l'Union européenne, et on va en parler un petit peu ensemble. Alors, sans plus attendre, le premier sujet, comme je l'avais dit, bien entendu, c'est l'IA. Quand on parle d'IA en relation avec la cyber, je pense qu'il est important de retenir qu'il y a en fait trois angles majeurs sur lesquels on peut penser aux relations entre l'IA et la cyber. Le premier angle, c'est l'angle de l'IA comme en fait un outil supplémentaire pour les pirates, pour les hackers de tout poil, afin de réaliser leurs attaques. Le fait divers qui, honnêtement, m'a le plus impressionné cette année, parce que quand on parle d'IA, on parle de Gen AI, mais on parle aussi de deepfake, de la manière dont on peut créer des vidéos faisant passer n'importe qui en train de dire n'importe quoi sans qu'on puisse réellement, tellement la qualité est extraordinaire, se rendre compte du problème. Et il faut se rendre compte que l'IA, ça va pas tout de suite être une machine terrible qui va se mettre à vous attaquer toute seule, etc., etc. Ça va d'abord être une manière pour les pirates d'augmenter leur approche des attaques en recyclant les bonnes vieilles méthodes. Et ce fait divers dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est passé en février, je crois, c'est exactement l'illustration de cela. Tout le monde connaît l'arnaque au président. Ça fait longtemps qu'elle existe. Eh bien là, c'est une arnaque au président on steroids, c'est-à-dire que un malheureux employé d'une firme à Hong Kong s'est retrouvé dans une conf call vidéo, comme on a tous maintenant beaucoup de fois par jour, et il a fait cette conf call vidéo avec les collègues qu'il connaît, notamment le Chief Financial Officer, donc le directeur financier de son entreprise. Et en fait, 100% des personnes qui participaient à cette conférence vidéo étaient des deepfakes. Donc tout ce qu'ils disaient, leur image, avait été en fait générée par l'intelligence artificielle. Et donc il a été complètement berné, mais berné dans les grandes largeurs, et il a fait un virement de 25 millions de dollars aux 10 pirates qui avaient très 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 bien préparé leur coup. Ce que ce fait divers illustre, c'est la capacité finalement d'aller de plus en plus loin. Vous savez, le phishing, quand on est dans la cyber depuis longtemps, généralement, on est toujours un petit peu à se dire, ouais, mais c'est bon, pas moi, le phishing, moi, je tombe pas dedans parce que d'abord, il y a plein de fautes d'orthographe, il y a plein de machins, c'est mal fait, on n'y croit pas, etc. Ben, en vrai, non, parce que de la même manière que des utilisateurs, des employés, vous et moi, peuvent utiliser des outils d'IA générative pour faire en sorte que leur mail soit le mieux écrit possible, le plus professionnel, ben, en fait, de la même manière, l'IA se retrouve comme un outil pour que ce phishing, dont vous serez peut-être la prochaine victime et je vous le souhaite pas, ait l'air le plus professionnel possible. Donc en gros, c'est des outils qui vont augmenter les capacités des pirates. Maintenant, de l'autre côté, bah en fait, les défenseurs, les gentils, ils n'ont pas attendu qu'on se mette à parler de GenAI il y a 1 an et demi, 2 ans, pour commencer à utiliser l'IA dans leurs solutions, et ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'il faut voir aujourd'hui l'IA comme des outils qui vont augmenter les capacités offensives autant que les capacités défensives. Et aujourd'hui, quand on va dans un monde où il y a de plus en plus de solutions, de plus en plus d'applications, de plus en plus de cloud, donc un monde de plus en plus on dirait séparé en termes de systèmes d'information avec moins d'unités et donc une plus grande complexité pour les défenseurs pour faire leur job, avec une masse de données, d'audits, etc., qui est juste extraordinaire. Comment on fait pour traiter ces données et comprendre ce qui se passe? Une illustration, c'est ce que vous voyez sur cette nouvelle icône qui vient de s'afficher. Par exemple, dans le cloud Oracle, on a un composant qui s'appelle Threat Detector, qui permet en fait d'implémenter tous les algorithmes de reconnaissance d'une attaque, de toute la kill chain, telle qu'elle est définie par le MITRE Framework, et qui, grâce à de l'intelligence artificielle, fait le job pour vous. C'est un exemple, parmi d'autres, de comment l'IA peut augmenter les capacités défensives de manière extrêmement pertinente. Le dernier sujet sur l'IA, c'est réellement l'IA en elle-même, c'est-à-dire l'IA comme une application
que vous, dans votre entreprise, vous allez ou vous avez déjà, vous êtes déjà en train de commencer à mettre en place. Et donc, quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place? Alors, tout le monde parle de Gen AI, par exemple. Si demain, vous voulez faire ce qu'on appelle du RAG, du Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire le fine-tuning de votre modèle avec les propres données de votre entreprise pour que, quand vous allez parler avec un bot, concrètement, il va répondre des choses pertinentes par rapport à vos propres données. Eh ben, il y a des moyens de faire ça de manière extrêmement sécurisée et c'est le sujet de la troisième session ce vendredi. Deuxième axe dont je souhaitais parler dans cette introduction, c'est l'état de la menace. Alors, les menaces, j'ai envie de dire que si on regarde le dernier rapport de l'ENISA, le prochain sortira normalement en octobre 2024, vous ne serez pas très étonné. Les menaces, c'est toujours les mêmes et la menace number one, ça reste le ransomware. Maintenant, je vous ai dit en introduction, je pense que aujourd'hui, ces attaques, ça n'est plus une fatalité. Et je voudrais partager avec vous deux faits qui m'ont beaucoup intéressé ces derniers temps. Vous avez peut-être suivi l'histoire de Lockbit, où Europol, en jonction avec des forces de police tout autour de la planète, c'est tous les pays en rouge que vous voyez dans le petit logo du bas, enfin dans la carte du monde du bas, ont réussi en février à mettre par terre tout un ensemble des infrastructures qu'utilisaient les pirates de Lockbit pour perpétrer leur attaque par ransomware. Euh, Évidemment, 2 jours plus tard, le patron de Lockbit a fanfaronné en disant ah, vous ne m'aurez jamais, moi j'ai tout remonté déjà, je suis parti ailleurs, etc., etc. Alors peut-être, mais les forces de police ont récupéré une quantité d'informations extraordinairement intéressantes sur ce réseau, sur leurs activités. Ils ont réussi à chiffrer le nombre d'attaques. Donc, sur les 2 dernières années, on parle de 7000 attaques réalisées avec succès. Ils ont réussi à récupérer des clés. Vous savez bien que une fois que vous êtes attaqué par ransomware, tout l'enjeu de la rançon, c'est de récupérer les clés de déchiffrement. Donc, ils ont récupéré plus de 2500 clés de déchiffrement que petit à petit, ils ont distribuées évidemment et rendues aux entreprises attaquées. Euh, et finalement, avec tout le travail qu'ils ont pu faire, eh bien, dernièrement en mai, ils ont réussi en fait à se réintroduire dans les systèmes, à mettre en place des, comment dirais-je, des actions pour prendre les assets, prendre l'argent, friser les comptes, etc., tous les avoirs de cette personne, en passant notamment par l'OFAC, etc. Et la chasse continue, mais le fait que les pirates se cachent au-delà des frontières pour cette personne-là, a priori en Russie, et qu'elle nécessite en fait une collaboration de tout le monde, eh bien en fait n'est plus impossible. Nos autorités dans de très nombreux pays savent travailler ensemble, partager pour mieux vous protéger, et je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Et vous avez quelques liens sur ces histoires. Je voudrais juste vous partager une toute petite histoire sur le sujet. Euh, je parle évidemment avec beaucoup de ciseaux dans le cadre de mon travail. Récemment, ça m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des ciseaux qui ont été victimes, dont l'entreprise a été victime d'une attaque par ransomware et qui n'ont pas, en fait, eu de problème. C'est-à-dire que la manière dont ils ont implémenté les best practices ont fait que l'attaque a été avec, j'allais dire sans douleur, c'est jamais sans douleur, mais avec un niveau, en fait, d'impact extrêmement faible. Et je terminerai, j'en ai parlé, rentrée, ça va être beaucoup de tendances réglementaires. Alors, je vous mets là un certain nombre de logos que mes collègues vont aborder dans les séances qui suivent. Je ferai juste un tout petit point sur le GDPR. Dans la troisième session, on va parler beaucoup de souveraineté. Un point extrêmement intéressant dans tous les derniers avis qui ont été rendus sur le GDPR, c'est le fait que les transferts de données en dehors de l'Union européenne sont de moins en moins appréciés par le régulateur. À ce titre, Oracle agit, et notamment grâce à notre solution de cloud souverain européen, où nous nous engageons contractuellement avec vous pour que les données ne franchissent pas les frontières de l'Union européenne. Nous avons des solutions extrêmement intéressantes. Alors, le dernier point sur ce slide, c'est le AI Act, et ça me donne une excellente transition. Je vais appeler Hakim. Hakim, lui demander de nous rejoindre.
Bonjour Hakim. Bonjour Damien. Alors Hakim Loumi, qu'on a la chance d'avoir avec nous et qu'on aura de nouveau jeudi et vendredi dans les sessions de cette semaine, est Product Manager à la Corp, donc dans les équipes de développement mondial, et il est responsable des solutions de protection des données. Hakim, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'IA? Quels sont pour toi les points importants en termes de sécurité que tu retiens le plus? Alors aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de l'IA maintenant depuis 2 ans, et pour beaucoup, l'IA, c'est essentiellement l'IA générative. Mais il faut bien garder à l'esprit que l'IA existe depuis bien plus longtemps qu'il y a 2 ans. Il a pris des formes diverses bien avant l'IA générative, l'IA applicative, analytique, etc. Chez Oracle, évidemment, elle est déjà intégrée depuis une bonne dizaine d'années, donc ça n'est pas quelque chose qui est récent. Et on a déjà bien cerné les périmètres et les risques que l'IA, de manière générale, de manière globale, peut représenter. La première chose, évidemment, à laquelle on va tout de suite penser, c'est la confidentialité des données. Il suffit pas simplement d'entraîner une IA pour que cette IA soit, on va dire, efficace. Il faut bien entendu s'assurer que les données que nous allons ingérer dans ce moteur seront des données qui resteront sous contrôle d'un point de vue confidentialité. On pense à tout de suite deux aspects. Le premier aspect, l'entraînement du modèle lui-même, et bien entendu, le fine-tuning. Donc Damien vous a présenté la notion de RAG. Il y a un souci avec les IA, en général, elles peuvent être amenées à halluciner si justement elles n'ont pas suffisamment d'informations, mais comme elles se forcent à donner une réponse, eh bien si elles n'ont pas des éléments de contexte ou des éléments qui correspondent à votre industrie, ou en tous les cas à votre entreprise, elles se retrouvent dans une situation un peu instable où elles vont être obligées d'inventer des choses. C'est le fameux phénomène d'hallucination. L'idée de fine-tuner, donc, c'est d'insérer tout simplement des données qui correspondent à votre domaine, ou en tous les cas à vos attentes, ce qui permettra à cette IA de ne plus répondre complètement à côté, ou totalement de manière inventive, mais elle va réellement se concentrer sur la bonne réponse. Et si elle ne l'a pas, elle vous dira tout simplement je ne l'ai pas. Donc ces données deviennent très critiques, puisque ce sont vos données. Vous êtes peut-être les seuls à les maîtriser, les seuls à connaître cette, on va dire peut-être cette avance technologique par rapport à des concurrents. Donc vous ne souhaiteriez pas que ces informations finissent dans le domaine public. Le deuxième aspect qui est très important, évidemment, quand on parle de sécurité de données, on va tout de suite penser aux attaquants. Les attaques peuvent bien entendu venir de systèmes tout à fait standards et habituels, des protocoles habituels, mais pour l'IA, en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle des attaques adversaires, c'est-à-dire que on va ajouter de légères perturbations qui sont indétectables par l'être humain, de manière à ce que le modèle, justement, se mette soit à halluciner, soit à vous répondre de manière totalement incohérente. Mais vous ne le saurez pas, parce que vous pensez que ces informations proviennent de votre environnement, et vous allez, bien entendu, y accorder un énorme crédit. Donc ça, ce sont des attaques qui sont très sournoises et auxquelles il va falloir faire très attention. Ensuite, bien entendu, vous avez la transparence des modèles. Lorsque vous avez une confiance aveugle dans une réponse fournie par une IA, vous devez être en capacité de savoir comment cette décision a été prise, comment cette information m'a été fournie. Est-ce qu'elle est sourcée? Est-ce qu'il y a des éléments factuels qui nous permettront de faire du fact-checking, donc un contrôle des faits, ou est-ce que tout simplement c'est une boîte noire? Donc la transparence, l'exigence de la transparence est très importante. Vous devez donc savoir si cette décision est prise par une IA qui est totalement objective, ou alors si elle a été justement perturbée par une attaque adversaire ou d'autres types d'attaques. Vous avez aussi ce qu'on appelle le confidential computing, c'est-à-dire que lorsque les informations sont traitées, eh bien, pendant ce traitement, il faut aussi s'assurer que les données qui sont en train d'être manipulées restent confidentielles. Donc là, on va vraiment rester dans la partie computer, donc dans le microprocesseur en lui-même, et il faut s'assurer que les données ne sont pas exposées, ou alors qu'elles ne sont pas tout simplement extractable en anglais. Vous avez aussi bien entendu tout ce qui est biais et éthique des modèles. Qui a choisi le corpus de données pour entraîner les IA? À quel but? À quelle fin? Est-ce que ces données sont complètes? Est-ce que ces données sont biaisées? Est-ce qu'elles ont un angle politique plutôt qu'un autre? Est-ce qu'elles sont
subjective ou objective? Est-ce qu'une fois que l'entraînement a été fait, est-ce qu'il n'y a pas un module, ce qu'on appelle les modules éthiques, c'est-à-dire la partie qui va s'interfacer, qui va s'interposer entre le modèle lui-même et le client final. Lorsque vous posez une question à ce modèle, est-ce que ce module éthique va brider des réponses? Et si oui, dans quel sens? Dans quel but? Est-ce qu'il cherche à vous manipuler? Est-ce qu'il cherche à vous, on va dire, présenter une vision du monde politique ou autre qui est bien catégorisée? Ça, ce sont vraiment des choses auxquelles il faut absolument penser et se prémunir. Enfin, vous avez bien entendu le stockage de toutes ces informations. Vous avez, on a parlé de la confidentialité, on parle bien entendu de la sécurité de ces données. Il ne faudrait pas que des gens puissent y accéder ou alors puissent les modifier une fois que votre modèle de fondation a été entraîné et stocké, mais aussi la problématique de la vitesse. Quand est-ce que je peux poser mes questions à ce fameux modèle? Et lorsque je pose mes questions, je veux une réponse extrêmement rapide et voire même bien entendu pertinente. C'est là où les bases de données vectorielles vont devenir des modules indispensables. On va devoir oublier les modèles traditionnels de bases de données relationnelles, spatiales, graphes, etc. Et on part sur des modèles vectoriels. Je rentrerai beaucoup plus en détail sur ce qu'est une base vectorielle, comment elle fonctionne jeudi, mais jeudi et vendredi d'ailleurs. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un modèle qui est très complexe, multidimensionnel, dans lequel on va stocker des informations, et ces informations nous permettront de caractériser un élément. Exemple très concret, un chat est constitué d'oreilles, de moustaches, il a une certaine forme, il a des poils, etc. Tous ces éléments qui définissent les caractéristiques d'un chat seront vectorisés et stockés dans la base de données. Ces informations nous permettront ensuite de savoir si un chien ressemblerait à un chat ou à un éléphant, ce qui nous permettra donc de pouvoir répondre. L'IA va fonctionner exactement de la même manière lorsque l'on va parler de langage, donc des mots et d'enchaînement de mots dans une langue particulière comme le français, l'anglais ou autre. Donc les bases vectorielles vont devenir, elles le sont déjà, mais elles vont devenir extrêmement critiques et leurs protections seront essentielles dans des environnements IA futurs. Donc pour garder aussi à l'esprit que la donnée, ce n'est pas simplement une problématique technologique, vous avez aussi devoir gérer dans un écosystème IA la multitude d'informations les types d'informations qui vont diverger. Vous allez bien entendu avoir du texte, mais l'IA permet aujourd'hui, bien entendu, de coupler et de combiner de l'image, du son, de la vidéo et bien d'autres types de données non structurées. Cette complexité devra être sécurisée, bien entendu. Vous avez aussi l'évolution des technologies. Aujourd'hui, nous allons vraiment très très vite. Le monde tel que nous le connaissons technologiquement aujourd'hui n'est pas du tout celui qu'il y avait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et cette accélération fait que ce qui était vrai aujourd'hui devra l'être demain. Donc la sécurité de tel ou tel module devra être mise sous contrôle. Vous avez bien entendu toutes les menaces qui peuvent être externes ou internes. Et ça, c'est lié à toutes les bases de données, quelles qu'elles soient IA ou autres. Et je finirai par deux aspects. Les aspects de la conformité réglementaire. Damien vous a présenté les diverses nouvelles réglementations qui vont arriver. Ça évolue énormément. C'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Et ce qui était conforme aujourd'hui doit l'être demain, même au regard de nouvelles réglementations. Ça m'amène au dernier aspect qui est la complexité donc des environnements. Aujourd'hui, tout ce que je viens vous dire, l'efficacité des attaques force beaucoup d'entreprises à basculer dans le cloud, puisqu'on va confier ce type de problématique, la confidentialité, la sécurité, la mise en réglementation, à des acteurs dont l'ADN est la technologie en question. Et à partir de ce moment-là, on peut se retrouver à avoir des environnements complexes, hybrides, à devoir gérer. Gardez donc à l'esprit que nous allons traiter tous ces sujets et ça me permet d'appeler Nuno Ventura qui va vous parler justement de tout ce qui est sécurité dans le cloud. Nuno, pardon, tu as la parole.
Merci Hakim pour cette présentation remarquable qui met en évidence tous les enjeux de sécurité autour de l'IA. Et tu as bien parlé justement des transformations et des projets pour amener ces sujets-là au niveau du cloud. Et donc quand on parle de projets de transformation, c'est des processus de déplacement des infrastructures, des applications, des charges de travail des entreprises qui vont on-prem vers le cloud. Et dans cette réflexion, nos clients l'ont autour de ce sujet. C'est trois grandes approches qu'on a aujourd'hui. C'est soit du lift and shift pour minimiser l'effort, réduire le risque. C'est du 1 pour 1, sans beaucoup de modifications. On a ensuite une deuxième possibilité, c'est d'aller sur une approche plus d'amélioration du patrimoine informatique en basculant sur des plateformes as a service pour une approche beaucoup plus évolutive avec du provisioning, du provisionnement rapide, avec moins d'exploitation, avec une capacité de pouvoir automatiser. Puis enfin, si le client le souhaite et veut aller sur un Big Bang, il a la possibilité d'aller chercher directement des services en consommant des services cloud native avec une accélération du cycle de développement, avec une approche beaucoup plus microservice pour consommer par exemple des services low code pour ensuite faciliter le développement des applications en direction des métiers. Lorsqu'on parle de cette transformation, la réflexion autour de ces sujets, il n'y a pas un rendez-vous, il n'y a pas une discussion sans que l'on échange sur l'approche multi-cloud aujourd'hui. Le multi-cloud fait désormais partie intégrante des technologies d'entreprise. C'est 98% des entreprises qui utilisent un cloud public ont adopté une stratégie multi-cloud avec bien sûr plusieurs fournisseurs. L'objectif, c'est de tirer parti du meilleur cloud. Et puis le multi-cloud, c'est incontournable, c'est une réalité aujourd'hui dans les entreprises. Donc Oracle s'inscrit depuis plusieurs années, de nombreuses années sur cette trajectoire et cette approche. Déjà, par son positionnement mondial fort, dense au niveau des data centers, autour des régions. Aujourd'hui, c'est plus de 48 régions qui sont positionnées au plus proche de nos clients, dans les grands hubs, et également chez nos partenaires. On verra ensuite, pour avoir encore plus de connectivité, de la densité au niveau du débit et avoir une faible latence. Alors quand on parle justement des partenaires, très rapidement, on a une offre qui est sortie en septembre dernier avec Microsoft Azure et également récemment avec Google. C'est tout simplement la capacité de pouvoir hoster des infrastructures Oracle dans les data centers des partenaires, en soit Microsoft Azure et Google. Et tout ça exploité, exécuté, piloté, managé par le cloud Oracle. Ensuite, on va dire que la deuxième question qu'on se pose, c'est comment je vais pouvoir intégrer de la sécurité justement dans ce multi-cloud, aujourd'hui dans cette approche qui est plus distribuée. Et ben tout simplement OCI, donc le Oracle Cloud Infrastructure, met à disposition des modèles de landing zone qui sont basés sur du Terraform avec un ensemble de cas d'usage qui répondent à un ensemble de cas d'usage, particulièrement sur des usages de multi-cloud. Pourquoi? Parce que il faut éviter les erreurs de configuration, avoir une architecture qui soit solide et surtout avoir la capacité de pouvoir apporter de la flexibilité, de la personnalisation, du customing, justement en fonction des besoins de l'organisation de l'entreprise qui émergent souvent des métiers. L'objectif, c'est quand même d'avoir une approche méthodique pour réduire le time to market. Donc quand on parle de landing zone, participe également à cette approche Zero Trust Security. Donc l'approche Zero Trust Security qui permet justement de pouvoir sécuriser les workloads chez nos clients, d'aller dans les aspects de projet de transformation. C'est un ajout en fait en termes de sécurité. C'est ni une solution ni un produit en tant que tel, mais c'est plutôt une approche sur une plateforme service sécurité qui est disponible dans le cloud Oracle. Elle est composée en fait en 3 dimensions. Une qui est sur la partie réseau, qui est plutôt sur la micro-segmentation, tout ce qui est compartiment des ressources. Ensuite, l'identité qui vient sur la mise en place de politiques d'accès, la fédération d'identité, le SSO, le MFA, tous ces sujets en fait qui viennent mettre en complément de la sécurité. Et puis ensuite, les services qui sont additionnels. On en a parlé tout à l'heure avec Damien, le thread, avec la partie thread detector par exemple. C'est aussi une solution qui est en plus avec aussi des services additionnels autour de l'observabilité. C'est très important aujourd'hui pour savoir effectivement l'état du réseau, l'état de la sécurité et être plutôt en mode préventif et avoir un programme de remédiation.
Donc cet aspect-là, on va le revoir plus en détail demain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la session de demain. On ira beaucoup plus dans le sujet landing zone et également Zero Trust Security. Sans transition, je vais faire écho à ce qu'a évoqué Hakim juste avant sur la partie de l'IA. Là, on va aller plutôt dans les architectures autour des systèmes IA. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire autour de ChatGPT, les évolutions rapides des usages IA génératifs au sein des entreprises, qui sont aujourd'hui des vrais moteurs pour les métiers, hein, qui apportent justement de l'innovation. Donc, il y a un défi fort pour les DSI et les RSSI afin de répondre aux besoins métiers pour accueillir justement ces systèmes IA avec une architecture qui soit aussi bien sécurisée, mais également maîtrisée par la DSI. Donc, on va parler aussi bien de disponibilité, de confidentialité, d'intégrité et de traçabilité. On l'a évoqué déjà une bonne partie avec Hakim. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail, alors là, c'est une architecture type. Elle a été extraite tout simplement du guide de l'ANSSI, hein, qui est paru en avril dernier. Elle parle d'architecture type, de techniques d'attaque et également de recommandations. Donc, moi, je vous invite fortement à le lire, à le parcourir. Il est très pertinent et enrichissant. Il fait à peu près 30 pages. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment très intéressant. Donc, si on fait un passage rapide en termes d'architecture, vous allez voir qu'il y a trois grosses briques. On a parlé juste avant sur l'environnement d'entraînement des LLM avec des jeux de données, etc. Donc, vous le voyez en vert. Ensuite, on va créer une brique et un environnement qui va être cloisonné autour du déploiement de l'IA. C'est très important parce que c'est où on va faire en fait toute la chaîne de CI/CD. On va intégrer du building et du packaging. Et puis enfin, la troisième, c'est un peu la consolidation de tout ça. C'est on va la mettre en production avec bien sûr tous les composants autour du plugin, les fronts web également qu'on retrouve, et puis également tout le traitement de la donnée. Vous remarquerez également dans cette slideware que les attaques peuvent venir et arriver de toutes parts, aussi bien au niveau du développeur, aussi bien par les administrateurs ou les utilisateurs finaux, mais également par les flux qui transitent, en fait, comme on l'a évoqué, d'aller chercher en fait des données vers des services externes, par exemple. Donc tout ça, il faut le sécuriser. On peut avoir des attaques aussi qui sont connues on en a parlé, par manipulation sur l'environnement de production au moyen de requêtes malveillantes pour détourner en mode hallucination, comme l'a évoqué Hakim, le comportement du système IA. Après, on peut avoir également des attaques par injection au moment de l'entraînement en altérant la donnée. Donc là aussi, il y a également des solutions. Et puis, par exfiltration, alors celle-ci, on la connaît depuis un petit moment, hein, c'est quand on élève les privilèges et puis derrière, on est capable de dérober la donnée du système IA en production. Tout ça dit que si on fait un résumé, on n'a pas besoin d'une solution, mais de plusieurs solutions, quasiment une plateforme qui soit capable de répondre à cet ensemble d'attaques, qui fait que on va aller plutôt sur une approche de security by design. En fait, c'est la conception du Cloud Oracle qui va dans cette approche-là également. C'est avoir une approche sécurité plateforme as a service, donc un ensemble de solutions qui apportent des services aussi bien sur les couches basses pour aller sécuriser les environnements et sécuriser les attaques anti-DDoS, par exemple, et également sur les couches applicatives, où on va aller sur de la gestion d'identité également, du firewall as a service, donc un ensemble de produits et de solutions qui forment une plateforme. Donc une plateforme qui est prête à l'emploi et puis bien sûr qui répondent aux exigences fortes de sécurité de nos clients. Donc pour rentrer dans le cœur du réacteur, parce que là on a fait une overview, quelque chose de très, on a vu le paysage un petit peu de la partie IA, mais également les tendances autour du multi-cloud. Moi, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à la session de demain. C'est demain à 11 h pour venir découvrir les aspects autour de la landing zone, autour du Zero Trust Security et également des nouveautés, des solutions de sécurité dans le Cloud Oracle. Une session qui sera intéressante, pertinente et surtout pleine de partage, donc à vos agendas. Sans transition, nous avons évoqué les tendances, les priorités cybersécurité, les aspects de souveraineté. On a parlé également des risques autour de l'IA, la sécurité du cloud. Maintenant, place à Vincent. Vincent Murcy, je t'accueille. C'est expert de la sécurité autour de la donnée qui va nous présenter en fait la réglementation de la sécurité et également toute la sécurité autour de la donnée. Allez, je te laisse la main. Merci Nuno pour cette
excellente présentation autour de la sécurité du cloud. Donc, par rapport à l'ensemble des interventions qu'on a vues jusqu'à présent, la sécurité de la donnée aujourd'hui est essentielle. Pour moi, il y a trois éléments qui déterminent réellement la plupart des activités de la sécurité. On l'a vu au travers des différentes interventions. Premier élément, ça va être la conformité réglementaire. Donc, je vais aller un peu plus dans le détail sur ces aspects-là. Chaque année, on voit effectivement des nouvelles réglementations autour de la sécurité de la donnée. Des réglementations actuelles aussi qui évoluent. Donc, aujourd'hui, on considère 92% en fait de l'ensemble des pays mondiaux ont mis en application des réglementations autour de la sécurité de la donnée. Ce qui me permet aussi de développer un petit peu donc la réglementation autour de NIS 2, donc qui va rentrer en application à partir du 18 octobre 2024. Beaucoup de sociétés aujourd'hui, évidemment, ont travaillé sur ce sujet, mais beaucoup d'autres ne sont pas prêtes effectivement à mettre en application cette directive. Cette directive dit quoi? Les grandes lignes, concrètement, c'est une augmentation du périmètre, le nombre de secteurs concernés donc a évolué, donc s'est étendu, ce qui nous amène à peu près passer de 500 entités concernées, réglementées, à plus de 10 000 sociétés notamment, qui doivent aussi sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire leurs prestataires et offres de services cloud typiquement, qui doivent rentrer dans cette réglementation. Autre point aussi important par rapport à la directive NIS 1, c'est également aussi l'aspect financier. Donc cette fois-ci, l'ANSSI sera capable de mettre en demeure en fait une société, interdire effectivement à des directeurs d'exercer leurs fonctions de management, de gestion d'entreprise. Donc beaucoup d'évolutions et de contraintes, évidemment, avant d'arriver sur, on va dire, sur ces extrêmes, ces amendes extrêmes, il va falloir effectivement démontrer et mettre en place les mesures qui vont bien pour répondre à cette réglementation. Deuxième réglementation, DORA, donc cette fois-ci une réglementation sectorielle qui sera mise en application au 17 janvier 2025. L'objectif, effectivement, c'est de rendre résilient un système opérationnel numérique dans le secteur financier et s'assurer que les sociétés dans ce secteur doivent mettre ces systèmes résilients et disponibles pour leurs clients à partir du moment où ils traitent des éléments purement financiers et notamment des tests importants, des tests de bascule de data center, typiquement, des tests très avancés pour s'assurer de la disponibilité de la plateforme auprès de leurs clients. Voilà, donc cet aspect réglementaire. Deuxième point, élément important, on en a parlé, donc nous on en a parlé aussi, l'aspect Zero Trust, issu du NIST, SP 207, pardon. Le NIST, aujourd'hui, effectivement, donc Zero Trust, c'est l'architecture privilégiée, donc Zero Trust architecture, Zero Trust security, et on l'a vu en fait dans le triangle qu'a exposé Nino, la donnée est au cœur du sujet. Donc la donnée, aujourd'hui, souvent, les données sont générées depuis la base de données. Donc, quoi de mieux, effectivement, de mettre en place un système de type Zero Trust, donc toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger cette donnée lorsqu'un client va aller consommer cette donnée. Donc, un client, je parle d'un client final, évidemment, de l'infrastructure, d'un serveur d'application ou d'autres composants de l'infrastructure. Troisième point, c'est le ransomware. Donc, Damien en a réellement parlé. Faire un exemple, c'est aujourd'hui la France est dans le top 10 des pays les plus attaqués par ransomware. Il est important d'en parler. Concernant l'aspect Zero Trust Data Security, revenons un petit peu aux bases. Aujourd'hui, on considère que n'importe quel des composants de l'infrastructure peut être attaqué, d'accord, et compromis. Que ce soit un serveur web, un serveur d'application, des comptes, évidemment des comptes, donc beaucoup d'exfiltration de données provenant de l'intérieur, notamment en passant par la chaîne d'approvisionnement, donc des prestataires, on l'a vu récemment, pour France Travail typiquement. Voilà, le serveur de base de données aussi peut être aussi compromis, donc il convient de mettre en place aussi certaines mesures pour se prémunir contre ces attaques. Évidemment, sans parler des attaques au travers du réseau, du système de stockage, donc là où les fichiers seront réellement
stocker, protéger, mais aussi la partie backup, donc il y a un point important, et on va le voir sur les slides suivants, les mesures à mettre en place pour protéger vos sauvegardes. Alors, on parle effectivement de ce type d'attaque, à partir de ces composants, donc on va mettre en place tout un système de sécurité, toutes des mesures de sécurité à plusieurs niveaux de votre infrastructure. On parle de segmentation réseau, ou également aussi plutôt de compartimenter en fait les choses. On parle aussi d'une bonne gestion des identités, donc c'est réellement aussi la base. Mettre en place aussi des systèmes de type multifacteur, mettre en place des composants qui vont permettre justement d'éviter et de s'assurer, et c'est le principe de Zero Trust, s'assurer que la requête provient bien de la bonne personne qui est identifiée par plusieurs facteurs. Euh, la mise en place effectivement du principe du moindre privilège aussi, c'est quelque chose d'important. S'assurer que nous avons cet utilisateur a un accès strictement aux données auxquelles il a droit et pas plus. Évidemment aussi l'élément de base, c'est le chiffrement. À quel endroit je vais pouvoir positionner mon chiffrement, à quel niveau, au niveau de mon infrastructure, au niveau de mes serveurs, au niveau de mes disques, ou également au niveau de mon logiciel, tout simplement. Et évidemment aussi, il y a cet aspect surveillance globale, gouvernance de tout élément de sécurité, de vos hardware, de vos logiciels évidemment, mais également aussi détection d'intrusion. Typiquement, voilà, une attaque par usurpation d'identité, il va falloir le détecter et surtout le remonter très rapidement à votre outil de gestionnaire d'incidents. Alors, notre solution, effectivement, Zero Trust, c'est de pouvoir compléter l'ensemble de ces pièces du puzzle. Donc, la donnée est vraiment au cœur du système. On vous propose effectivement la mise en œuvre de solutions pour répondre à ces systèmes-là, donc notamment la partie chiffrement des données, pour lutter contre les ransomware qui vont réellement voilà, mettre à mal votre infrastructure, mettre à mal votre activité, et donc chiffrer les données intelligemment, séparer les clés de chiffrement des données évidemment. Deuxième point, c'est renforcer l'authentification, mettre une authentification forte dont on sait que la plupart des attaques aussi passent par des comptes qui sont réellement habilités, ce qui nous permet aussi de renforcer, au travers du troisième puzzle en vert, le contrôle d'accès, donc s'assurer un accès privilégié n'ait pas accès à des données métiers qui sont critiques. Autre point aussi, c'est l'erreur humaine. Donc, la mise en place aussi de l'analyse en fait de toute configuration liée à votre base de données typiquement, et surtout pouvoir le mesurer dans le temps, mesurer ces écarts et être alarmé de toute modification liée à votre système. Minimiser la surface d'attaque, donc on n'en a pas parlé réellement, mais ça va être concrètement mettre en place des systèmes de type firewall spécialisés, mais aussi protéger vos données non de vos copies de production, notamment au travers de solutions d'anonymisation qui vont vous permettre notamment de protéger vos données qui sont partagées à des tiers. Et enfin, évidemment, donc cet aspect gouvernance, la supervision de l'ensemble des mesures de sécurité que vous avez mis en place et identifier toute dérive de consommation de données qui ne serait pas autorisée. Dernier point, les ransomware. Donc les ransomware, évidemment, donc c'est une part aujourd'hui, notamment dans notre pays. On considère que la majorité des sociétés qui sont fait attaquer par ransomware et qui ont payé effectivement les hackers ne récupèrent que la moitié de leurs données. D'accord 29% des sociétés qui ont payé ces données n'ont pas pu récupérer effectivement la totalité de leurs données. Et vous voyez le coût moyen d'une attaque, c'est tout confondu, c'est-à-dire matériel, moyens humains, et également aussi perte de données, perte d'activité, s'élève à peu près à 1 800 000 euros ou dollars, si vous voulez. Et le temps moyen de remise en service d'un système un ransomware, c'est 22 jours. Ce qui nous ramène à certaines recommandations, évidemment, ne pas payer la rançon. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, sachant que ceux qui ont payé des rançons sont susceptibles, dans les mois qui suivent, d'être réattaqués, puisque du coup, voilà,
ils ont cédé effectivement à ce chantage. Et deuxième point, bah, c'est protéger vos backups. Donc, on a des solutions ultra efficaces chez Oracle, notamment Oracle Recovery Appliance. Donc, je vous invite à vous inscrire sur notre session de jeudi pour en savoir plus sur ces sujets. Pour la suite, donc, je vais m'arrêter là et je vais passer la main à notre maître de cérémonie, Damien Rillard, pour la session questions-réponses. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on va retrouver tous nos experts qui ont animé cette session et je les en remercie pour répondre à vos questions que nous avons eues de manière assez nombreuse. Alors, la première question, c'est une question de Abderrahim sur l'IA. Est-il prévu ou est-il envisageable d'introduire la signature des données dans l'IA afin d'authentifier leur authenticité et l'authenticité de leurs sources, éviter par exemple l'injection de perturbations dans le modèle? Alors oui, oui, en effet, ça c'est une très très bonne idée et c'est plus qu'une recommandation. On devra de toute façon passer par des checksums permanents pour s'assurer que les données qui sont envoyées, en tous les cas les modèles de fondation après entraînement, soient bien les mêmes, restent les mêmes, ne soient pas perturbés. Évidemment, les signatures seront évidemment l'axe principal sur lequel on devra bien entendu agir dessus. Et tout ajout de nouvelles informations devra être validé en amont avec sa propre signature, donc encore une fois, hein, en checksum. Et je ne parle pas, bien entendu, aussi des gens qui viendraient accéder à ces différents modèles. Les certificats devront devenir la norme aussi, de manière à ce que tout ce périmètre soit bien sécurisé. Merci beaucoup, Hakim. Alors, on a une autre question qui vient de Laurent. Concrètement, quels sont les 3 chemins d'attaque que vous allez présenter jeudi? Donc, je pense que ça s'adresse à toi, Vincent. Oui, une bonne question. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais vous l'avez bien compris, les mesures qu'on a vues sur la partie Zero Trust seront illustrées par les chemins d'attaque. Et notamment, les chemins d'attaque sont très simples, hein. C'est une attaque provenant effectivement loin de la cible, c'est-à-dire on va passer par le design de l'application, par les pages web, d'accord? Des attaques de type injection SQL, hein, typiquement. Les attaques provenant effectivement de l'infrastructure. Donc là, typiquement, bah, comme on l'a vu, hein, un des composants est compromis. Ça peut être le serveur d'application, un des serveurs de l'infrastructure qui a une communication avec la base de données. Donc là, voilà, on va exposer tous les cas d'usage, les types d'attaques. Et enfin, le dernier aussi, hein, c'est tout à fait possible. Donc, nous sommes un composant logiciel, donc typiquement vulnérable. Donc, on a aussi les moyens de mettre en place des solutions qui vont empêcher, une fois que le hacker est connecté à la base, empêcher d'aller consommer des données sensibles, même si il dispose d'un compte DBA. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, j'en ai une deuxième juste pour toi. Il y a un des spectateurs qui demande en fait, est-ce que les solutions dont tu as parlé ne sont que pour la base Oracle ou elles sont compatibles avec autre chose? Oui, très bonne question, effectivement. Alors, on a des solutions qui sont totalement embarquées dans la base de données, d'accord, qui sont inhérentes, donc et qui sont voilà configurables en quelques secondes. D'autres solutions qui sont un peu plus globales, et notamment la gouvernance de la sécurité, hein, pour répondre à cette problématique réglementaire, c'est-à-dire la traçabilité, avoir la possibilité d'apporter des preuves en cas de cyberattaque. Si quelqu'un s'est connecté à usurper l'identité effectivement d'un compte de service, un compte applicatif ou un compte de la base de données, évidemment, bah, on sera capable de retracer tout le chemin, voire mettre aussi en place des solutions de blocage d'accès. Donc la partie traçabilité et la partie euh, 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 protection de vos serveurs d'application, les attaques d'injection SQL, elles sont tout à fait ouvertes à d'autres plateformes de type SGBD, les plus connues du marché, hein, Microsoft, SQL Server, Postgre, MongoDB, MySQL et DB2. D'accord, donc une approche de protection multibase. Merci beaucoup. Alors, on va entrer en mode questions courtes, réponses courtes, parce que le temps passe vite. Donc, il y a un spectateur anonyme qui m'a entendu, je pense, parler de threat detector dans l'introduction et qui pose une question. Qu'est-ce que c'est threat detector et est-ce qu'on a de la threat intelligence? Alors, celle-ci, elle est pour moi. En fait, effectivement, tu as évoqué
Tu as évoqué la partie threat detector qui se base sur des modèles MITRE, les modèles de techniques d'attaque, couplés avec de l'intelligence artificielle. Et nous avons à l'intérieur des services dans le cloud Oracle de la threat intel qui se repose sur des informations qui sont fournies par des pure players comme un CrowdStrike, qui vient enrichir justement notre CSPM qui s'appelle CloudGuard, donc le Cloud Security Posture Management. On intègre aussi quelques nouvelles approches, nouvelles fonctionnalités autour de Cloud Workload Protection qui vient justement intégrer de la sécurité encore plus forte et puis tout ce qui est intégré avec du Cloud Native Application Platform où là, on va aller mettre de la sécurité autour de la chaîne CI/CD ou également de la sécurité autour des instances. Donc voilà, c'est si je réponds à la question. Impeccable. Alors j'en profite puisque je discute avec toi. Un autre spectateur anonyme qui vient de nous poser une question. Vous proposez une connexion directe entre Azure et OCI avec une garantie de temps de réponse de 2 millisecondes. Comment sécuriser cette connexion multi-cloud puisqu'il semblerait qu'il ne soit pas conseillé d'utiliser un firewall? Donc j'imagine que sa question porte sur l'architecture et comment en fait cette connexion multi-cloud se passe entre Azure et OCI. Nuno, si tu veux répondre. En fait, les colocations en fait se font directement. Alors, il y a deux sujets. Le partenariat avec Azure, il est basé en fait sur les infrastructures directement attachées et déployées dans les data centers de Microsoft Azure. Donc là, on est directement dans les data centers. Donc il y a une connexion qui se fait avec un lien en direct et on est en fait intégré dans le système et dans les réseaux en fait de Microsoft Azure. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, on a le système d'interconnect. Donc là, on va aller pour adresser des workloads un peu plus spécifiques avec une interconnexion, une colocalisation entre les data centers de Microsoft Azure et OCI. Et là, on va créer un lien dédié qui va être tiré entre les deux infrastructures qui seront également sécurisées. Impeccable. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vais poser une dernière question. Là aussi, réponse courte, s'il te plaît, qui est plutôt pour Hakim. Donc, on a une personne qui se présente comme un client Oracle, qui dit qu'il a déjà, enfin, qu'il opère énormément de bases, et il voudrait juste que tu lui réexpliques la Vector DB pour un client Oracle qui a déjà plein de bases et qui apparemment a aussi des solutions de protection de la base. Qu'est-ce que ça change pour lui? Est-ce qu'il doit tout changer? Est-ce que voilà. Alors, très rapidement, mais on en parlera dans les autres sessions. La VectorDB est un moteur dédié évidemment à tout ce qui est intelligence artificielle, mais elle est inclue dans tous les autres modules en fait de la base de données. Donc, si on a déjà l'Enterprise Edition, en passant en DBAI 23 AI, pardon, eh bien de toute façon, on aura ce moteur intégré au moteur NoSQL, Graph, Spatial, relationnel, etc. Donc, on va bénéficier de toute façon de tout son historique, de tout l'existant. On n'a pas de nouvelles choses à acheter puisque c'est une évolution de la base, c'est un upgrade. Et à partir de là, on a tout l'écosystème existant. On D'accord. rentrera un petit peu plus dans les détails si on doit discuter avec du NoSQL, d'autres bases relationnelles, etc. Et ça, ce sera vendredi. Eh bien, écoutez, on va arrêter là pour les questions. Un grand merci pour toutes les questions posées par le public. Un grand merci à notre panel et je passe le micro à Patrick pour clore cette session. Merci Damien. Bravo à tous nos intervenants. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis donc ce matin. Et il me reste à vous donner rendez-vous demain matin, mercredi 3. La session que Nino vous a fait présenter, je dirais, les grandes lignes. On va en reparler de la sécurité du cloud, multi-cloud, toutes les options et les services de la base qui vous aident dans votre démarche Zero Trust Security. Et puis voilà, jeudi, on continuera sur la base et vendredi, donc sur l'intelligence artificielle. Donc à nouveau, merci pour votre temps et je vous donne rendez-vous dès demain.
À très bientôt. Merci. Au revoir.